C'est officiel, l'Institut de cancérologie de l'Ouest restera bien à Saint-Herblain. Son conseil d'administration l'a décidé vendredi soir. Il s'est donc positionné contre le transfert de l'ICO sur l'île de Nantes avec le CHU en 2026. Un choix qui satisfera le collectif d'usagers du Centre de lutte contre le cancer, lui aussi opposé au déménagement. Sur cette commune de Boueil, dans le Pays de Ré, le maire sait de quoi il parle puisqu'il est lui-même enseignant. Il relève que l'impact de la réforme entamée il y a 3 ans n'a pas fait l'objet d'études sérieuses. Aujourd'hui, personne ne sait si les élèves apprennent mieux quand les semaines durent 4 jours ou 4 jours et demi. Et sur sa commune, l'argument des partisans du retour à la semaine des 4 jours est ailleurs. Ce qui est ressorti, c'est l'élément de fatigue de ce nouveau rythme qui a été constaté essentiellement en maternelle, pratiquement même nos services aussi le constatent, et un petit peu moins quand même en élémentaire. Enfin, c'est ça l'élément qui nous est mis en avant. Le maire de Boueil va donc suivre l'avis émis par la population. 95% des enseignants et 60% de la population qui se sont exprimés sont favorables au retour à 4 jours, même si à la sortie de l'école, on compte autant d'avis que de situations. Personnellement non, ça ne m'arrange pas, mais pour mon enfant ce sera mieux parce qu'il sera peut-être un peu moins fatigué. Je travaille moi le mercredi, donc du coup c'est pas forcément un jour de repos pour moi. Ça ne nous arrange pas parce qu'il y a des parents qui travaillent et que donc les enfants vont se retrouver au périscolaire et donc ils seront tout aussi fatigués. Pour les parents qui peuvent les garder, effectivement, c'est beaucoup mieux. Je dirais que moi, il y a du pour et du contre. C'est vrai que pour le rythme des enfants, je préférerais repasser à 4 jours. Par contre, d'un autre côté, ça veut dire aussi des personnes en moins au niveau scolaire et au niveau emploi. Car le retour aux 4 jours implique qu'il y aura moins d'animation à l'école, car moins d'animateurs. À Boueil, ces animateurs sont en CDI. Et pour le maire, pas question de licencier. Il veut assumer ce budget de 130 000 € annuel. Il faudra donc réaffecter ses employés. La plupart sont des titulaires, nos animateurs qui gèrent les temps d'activité périscolaire. Alors ces temps vont disparaître. Donc, nous allons essayer de satisfaire un besoin qui aujourd'hui n'est pas rempli ici à Boueil. C'est le centre de loisirs maternel et élémentaire pendant les vacances de Noël. Donc on étudie ça pour la Noël 2018. 6 autres communes de l'agglomération nantaise reviendraient aussi à la semaine de 4 jours. Sainte-Luce, Basse-Goulaine, Sautron, Le Pèlerin, La Montagne et Saint-Léger-les-Vignes. Ces images restent dans la mémoire collective. C'était en 2014, l'usine Seita ferme, mettant à la porte 327 salariés. L'immense terrain industriel de 14 hectares a été racheté par Lidl. L'enseigne y transfère son entrepôt logistique de Sautron, devenu trop exigu après 23 ans de service. On sera sur un site beaucoup plus grand, un peu plus de 3 fois la surface d'aujourd'hui, avec 53 000 m² de surface, dont 50 000 m² de stockage, et donc une logistique à la pointe de la modernité aussi. Les bâtiments de la CETA vont être démolis. La production de tabac laisse la place à la préparation de colis pour les 60 magasins Lidl de la région. Très heureuse pour la métropole de manière générale, puisque Lidl reste sur la métropole nantaise en s'implantant sur la ville de Carquefou. Très heureuse également, puisque ce site de Seita va être réindustrialisé avec nombre d'emplois à la clé. Les 240 salariés qui travaillent aujourd'hui à Sautron vont être transférés et l'enseigne compte bien recruter à Carquefou. On mise sur la création d'une 50aine d'emplois dès 2020. Dans un premier temps, une 50aine d'emplois supplémentaires devraient être créés dans les 2 à 3 ans qui suivront. Il est bien entendu que les ex-salariés de la CETA auront toutes leurs chances, peut-être davantage que d'autres, effectivement. À Sautron, pas de commande vocale pour les préparateurs, comme on a pu voir dans l'émission Cache Investigation sur France 2, mais la direction de Lidl se réserve cette possibilité à Carquefou. Décision d'ici l'ouverture en 2020. Pour ce 9e jour de grève, les facteurs et factrices de Vertou et de la Fouassière réunis pour cette occasion ont décidé de voter la reprise du travail parce qu'ils ont obtenu satisfaction à la fois en termes d'emplois sauvés et en termes d'horaires qui ne seront moins modifiés. On rappelle que la Poste voulait que les facteurs factrices distribuent plus tard le courrier et les colis. Et grâce à cette grève, les usagers bénéficieront toujours d'un service public de qualité. Et sinon j'aurai la taille... D'accord. Dans sa boutique, Chloé présente à cette cliente les articles de sa marque, Clojose. Depuis le 1er novembre, elle est installée dans cette boutique devenue le Lab.
C'est sa première expérience commerciale. Ça me permet de reprendre confiance dans le projet, de rencontrer des personnes qui me poussent à aller plus loin, de me conforter en fait dans l'idée de continuer tout simplement. Parmi les créateurs installés, certains ont plus d'expérience, comme Cindy. Il y a un an, elle crée une entreprise de soins esthétiques aux Sorinières. Le lab va lui permettre de passer un cap. Moi, mon travail, je le connais, mais c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, il y a plein de choses à savoir que je ne savais pas. Donc, tout ce qui est marketing, communication, on a des ateliers. Et du coup, c'est vrai que ça m'a apporté énormément de choses. Et puis, du coup, aussi de nouvelles clientèles parce que j'étais vraiment que sur les réseaux sociaux. À l'origine de ce projet, la Fondation Apprentis d'Auteuil. Après un appel à candidature, 5 jeunes ont été sélectionnés. On va chercher des entrepreneurs qui ont plutôt un profil atypique et qui ont besoin justement d'un accompagnement individuel. On a un volet formation où on a des intervenants extérieurs qui viennent sur les questions de marketing, de développement commercial, de communication. Et puis on a un accompagnement individuel et collectif pour faire en sorte que pendant le test, mais jusqu'à 18 mois à l'issue de la boutique, on puisse les accompagner sur un plan d'action qui soit le plus clair possible et puis avoir un accompagnement à la fois social, à la fois avec des mentors, des chefs d'entreprise confirmés qui viennent apporter leur savoir-faire et leur réseau. Le lab est ouvert jusqu'au 28 février. D'ici là, Chloé espère se rapprocher de son projet final, développer sa marque à l'international. Salade de quinoa, crumble de potiron ou encore sauté de porc au pesto maison. Voici le menu appris par ces chefs de restauration collective pendant leurs 3 jours de formation. L'objectif, apprendre la cuisine alternative et évolutive. On a appris à travailler les céréales, le quinoa, le millet, le sarrasin, pour remplacer un petit peu toutes les céréales classiques comme la semoule, les pâtes, le riz, lorsqu'on fait des salades. On a aussi travaillé sur les différentes méthodes de cuisson, des cuissons basse température, sur la viande afin d'éviter de perdre trop de poids sur les aliments. Dans chaque préparation, les chefs ont également travaillé des aliments bio et locaux, une cuisine de qualité qui fait toute la différence. Ça permet de valoriser son métier, et c'est-à-dire que tous les matins, quand ils viennent travailler en cuisine, ils ne viennent pas de la même manière qu'ils venaient il y a quelques années. Ils prennent beaucoup plus dans l'envie de ce qu'ils vont faire parce que ça permet de valoriser réellement leur métier et les préparations qu'ils présentent aux élèves. Le département a donc formé les 110 cuisiniers des collèges publics de la Loire-Atlantique, car bien manger, c'est une priorité. Les bonnes habitudes alimentaires, elles se prennent très tôt. Et ensuite, les bonnes habitudes alimentaires, elles se conservent tout au long de la vie. Prendre soin de sa santé, ça doit s'apprendre. Nous, on propose plusieurs politiques éducatives à l'ensemble de nos collégiens, mais on considère que le repas qu'ils prennent au collège, ça fait partie de cette politique aussi, cette politique à l'éducation. Et donc, en cela, je le dis souvent aux agents des collèges, ils contribuent pleinement à faire partie des équipes éducatives qui forment nos jeunes. Et le département ne compte pas s'arrêter là. Prochaine étape, former ses équipes en 2018 à la pâtisserie. C'est un lieu de rendez-vous incontournable, un point de repère pour tous ces jeunes. Les locaux de Médecins du Monde, rue Fourré à Nantes. Ils sont de plus en plus nombreux à y venir chaque semaine pour demander de l'aide. Ils arrivent sur un nouveau continent, dans une ville qu'ils ne connaissent pas, avec des repères culturels qui ne sont pas les leurs, des niveaux d'éducation qui ne leur permettent pas forcément de s'adapter très rapidement, ça va dépendre des gens. Combien sont-ils? Officiellement, depuis le début de l'année, 1300 jeunes se déclarant mineurs sont arrivés en Loire-Atlantique. En guise de comparaison, ils étaient 960 l'an dernier. Les services d'accueil les orientent en priorité vers Saint-Benoît-Labre. L'association a la lourde responsabilité d'évaluer ces jeunes. Ils doivent dire s'ils sont effectivement mineurs et isolés. Plus de 200 jeunes attendent actuellement cette évaluation. Au cours de cette procédure, ils sont tous pris en charge et mis à l'abri dans des chambres d'hôtel. Si leur minorité est confirmée par l'association, ils seront aidés et accompagnés. C'est le cas pour 471 mineurs en Loire-Atlantique. Pour les autres, une bataille juridique commence. C'est le cas de Moscou. En l'absence de papiers officiels, les services de Saint-Benoît-Labre ont estimé qu'il était majeur, mettant un terme à toute aide. C'était en février dernier. Il a dû libérer sa chambre d'hôtel et dormir à la rue, sans sac de couchage et sans vêtements chauds. Je ne savais pas où j'allais. Donc, je ne connais pas Nantes ni rien. Je ne savais pas. C'était le jour le plus dur pour moi. C'est l'association des hébergeurs solidaires qui l'a prise en charge, des familles qui se relaient chaque semaine pour lui offrir un toit. En ce moment, il est accueilli chez Caroline.
Il y a des gens qui leur trouvent des places dans des squats, mais les squats c'est dur pour des gamins, quoi. C'est vraiment des jeunes. Mosco a déposé un recours devant le juge des enfants. Son cas sera examiné le 27 décembre et son avocate entend bien contester les conclusions des évaluateurs avec son acte de naissance précisant qu'il est âgé de 16 ans. Mosco s'est présenté au consulat de Guinée à Paris et s'est vu délivrer en plus un passeport. Aujourd'hui, venir expliquer à l'ensemble de la population qu'il n'y a aucun mineur à la rue, c'est parfaitement faux. Il y a des mineurs à la rue. À défaut, le juge des enfants rejetterait l'ensemble des recours. Or, en moyenne, ce type de recours aboutit une fois sur deux. Des dizaines de jeunes sont ainsi livrés à eux-mêmes tout au long de cette procédure qui dure des mois, jusqu'à ce que la justice reconnaisse leur minorité. Le département, en charge des mineurs isolés, ne fait que respecter la loi sur la base des évaluations de départ. Ils n'ont pas été reconnus mineurs, donc ils sont majeurs, et ils font un recours, comme toute personne, ils y ont droit. Le recours n'est pas suspensif, donc ce qui veut dire clairement qu'on n'a pas à les prendre en charge. Dans les prochaines semaines, le département interpellera la garde des Sceaux sur cette situation en demandant à l'État un effort particulier pour ces mineurs isolés dans l'attente d'un jugement, car tous les dispositifs sont aujourd'hui saturés. En seulement 2 ans, le nombre de mineurs pris en charge dans le département a doublé. Ils sont aujourd'hui plus de 680, auxquels s'ajoutent les arrivées de 10 à 15 jeunes chaque jour. Choucroute, il y a aussi du vin chaud, il y a aussi des... Un repas de Noël solidaire sous les arcades du marché Talensac. Un moment musical et chaleureux pour égayer le quotidien de personnes en grande précarité alors que l'hiver s'installe. Ça me plaît beaucoup. Les musiciens, puis qu'on peut manger, et puis qu'on peut boire ce qu'on veut. Une dizaine de restaurateurs nantais se mobilisent chaque année à la veille de Noël. En 2016, ils avaient récolté près de 3 000 € pour l'association Logement Fraternité. Puis d'envie de donner aussi, à un moment donné, un peu de temps et de bien-être à des gens qui ont moins de chance que nous. On donne à manger, on donne à boire. Mais on donne à ceux qui ne peuvent pas payer. Et pour tous les autres qui ont un peu plus de moyens, nous avons des chaussettes que l'on présente, on leur dit à votre bon cœur, messieurs, dames. 80% des Français affirment qu'ils aimeraient aider, mais ils ne savent pas comment faire. La nuit de la fraternité cherche à leur faire sauter le pas. C'est un lieu de rencontre. C'est la raison pour laquelle, pour renforcer ces liens, on a décidé depuis 2 ans de mettre des tables et des bancs de façon à ce qu'on puisse s'asseoir et partager un moment de convivialité, en particulier avec les gens de la rue que vous voyez qui sont tous autour de nous. Et selon les associations, une centaine de personnes dormiront encore dans les rues de Nantes cet hiver.